Un F-16 turc a abattu un Sukhoi 24 que les Turcs ont accusé d'avoir pénétré dans le territoire de l'OTAN. La sanction a été immédiate et malgré 10 annonces faites à la radio pour demander à l'aéronef russe de faire demi-tour, ce dernier, qui ne veillait pas cette fréquence, a poursuivi et d'après les Russes, n'a jamais franchi la frontière. D'après les Turcs, est venu mordre sur le territoire souverain turc et en a payé le prix. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre l'affrontement très médiatisé entre ce F-16 et ce Sukhoi 24 en nous mettant à la place du pilote turc. Et vous allez vous rendre compte que des conséquences ont eu lieu bien au-delà des cockpits. Et notre partenaire du jour, c'est Mammut AI. AI comme Air Interdiction, un des types de missions qu'on fait en avion de combat. Et Mammut AI, ils sont français, et ce qu'ils vous proposent, c'est une sorte de fusion des capteurs, comme sur Rafale, mais avec toutes les IA actuellement disponibles. Alors toutes, vous avez Claude, vous avez ChatGPT, vous avez Mistral, vous avez Gemini, vous avez Grok, vous avez DeepSeek, vous avez Perplexity, vous avez Flux, vous avez Nano Banana, vous avez Recraft. Pas facile, hein. Il y en a un paquet. Et ce qu'ils vous proposent, à partir de 10 € par mois, eh bien, c'est de pouvoir tester votre recherche sur toutes ces IA différentes. Et comme ça, vous allez voir laquelle est la plus efficace. C'est un peu comme si vous avez un comparateur de radar en temps réel ou un comparateur de capteurs. Et comme ça, vous allez extraire la réponse, la recherche, la donnée que vous préférez et le tout avec un minimum d'impact en temps. Ce qui est super avec Mammut AI, c'est que c'est conforme au RGPD, que vous avez un contrôle total, vous pouvez supprimer quand vous le souhaitez votre historique, et vous pouvez créer des mammouths personnalisés. Comme ça, ils connaissent votre profil, ce que vous voulez, avec des modèles légers pour faire des recherches moins en profondeur ou des recherches vraiment poussées, par exemple avec Perplexity Deep Research. Forcément, vous pouvez faire du vocal, avoir même un module de code, et c'est en B2B ou en B2C, donc pour le grand public, ou avec des formules entreprises. Allez, si vous voulez quitter l'âge de pierre, quitter la préhistoire, le Mammut AI est votre meilleur ami. Il est juste en dessous avec le lien. Jingle. Vous êtes capitaine, probablement la trentaine, vous volez sur F-16 depuis une dizaine d'années. Vous avez fait vos classes à l'école de l'air d'Istanbul, puis vous êtes parti à l'école de chasse à Izmir. Comme beaucoup de vos camarades, vous êtes parti aux États-Unis pour vous faire former au Texas, à Shepard, dans le programme commun de l'OTAN. Vous avez appris à voler en anglais avec les standards OTAN. Ça a son importance. Depuis fin septembre 2015, votre quotidien il a quand même pas mal changé. Les Russes sont entrés en Syrie à la demande du pouvoir en place. Du jour au lendemain, juste de l'autre côté de la frontière, eh bien, il y a des chasseurs, il y a des bombardiers, et vous devez faire des missions de CAP, de combat air patrol, de protection de l'espace aérien. Vous êtes armés, vous faites des grands hippodromes où vous surveillez radar ce qu'il se passe de l'autre côté, et vous faites ça plusieurs heures par jour. Et en face, eh bien, il y a comme certaines choses qui vous énervent un petit peu, parce que les Russes ont par exemple bombardé des villages turkmènes juste de l'autre côté de la frontière, alors que pour vous, c'est quand même censé être un petit peu des frères. C'est assez compliqué d'un point de vue géopolitique de cette partie-là du monde. Et encore pire, en octobre dernier, vous avez à 2 reprises des avions russes qui ont pénétré le territoire turc. Pas longtemps, mais ils ont quand même mordu sur le territoire. Et en plus, une fois, il y a un avion de chasse russe qui a accroché un radar, qui a illuminé en fait un F-16 turc pendant 5 minutes 40. 5 minutes 40 où cet éclairage venait faire hurler les enregistreurs de guerre électronique, les capteurs de guerre électronique du F-16. Alors ça, vous connaissez bien, puisque par exemple, une frégate turque l'a fait sur une frégate française il y a quelque temps. Ce sont des techniques d'intimidation connues, que vous maîtrisez, mais qui ne font pas plaisir. Et petit à petit, il y a une dégradation des relations avec ces nouveaux voisins, et les consignes qui viennent de l'état-major, elles commencent à être assez strictes, et maintenant, tout appareil qui viole l'espace turc sera traité comme un hostile, comme une menace. Et donc forcément la tension monte, car tout le monde sait que peut-être un affrontement aérien est désormais possible. Le problème, c'est que personne ne peut prédire quand. Alors nous sommes le 24 novembre, notre pilote, vous êtes jeune papa, vous partez au travail comme d'habitude, et c'est un briefing très tôt ce matin.
Briefing à 6h du matin pour partir faire un vol à 2 aéronefs au-dessus du nord de Hatay, qui est une petite région là qui dépasse, si on pourrait dire, du côté de la Syrie. Et vous allez tourner, faire votre patrouille à une bonne altitude pour le F-16 qui est du niveau 220, 22 000 pieds. C'est un bon compromis entre la consommation et également votre capacité à regarder ce qui se passe vers le bas, tout en regardant également, si besoin, ce qui se passe vers le haut. Mais le point important du briefing du jour, ce sont les règles d'engagement, les fameuses ROI, Rules of Engagement, à laquelle vous avez été biberonné depuis le début de votre formation, notamment aux US. Et la grande question, c'est est-ce qu'on a délégation au cockpit pour ouvrir le feu? Et la réponse est non. Vous devez avoir l'ordre de votre chaîne hiérarchique. Vous, votre travail, c'est détecter, identifier, être en capacité à ouvrir le feu si besoin, rendre compte surtout et attendre l'ordre si il arrive. Vous êtes l'exécutant. Alors notre équipage part à son avion. Vous avez 2 pilotes pour 2 avions monoplace. On fait le tour avion comme d'habitude, on regarde qu'il y a bien de l'armement réel, de l'AIM 120 pour du tir au-delà de la portée visuelle, de l'AIM 9, le fameux serpent à sonnette, le Sidewinder, parce qu'il bouge un petit peu comme un serpent à sonnette qui se déplace, et lui va acquérir le signal infrarouge, va se guider sur une source infrarouge. L'avion, c'est un F-16, alors ça a beau être américain, il est fabriqué, assemblé dans le pays, directement en Turquie, à côté d'Ankara. Et son petit nom, c'est le Faucon, le Shahin. Et après la tour avion, après la vérification de l'armement, notre pilote, il s'installe à bord, vous vous installez, vous fermez la verrière, vous avez ce sentiment très particulier que procure le F-16, avec son siège incliné vers l'arrière, ils l'ont fait bien avant le Rafale, avec son mini-manche à droite, avec son système OTAS, Hand-on Throttle and Stick, les mains qui ne bouge pas, même avec les facteurs de charge, vous pouvez accéder à toutes les fonctions directement du bout des doigts, c'est parfait. Et là, vous avez vraiment ce sentiment de puissance, de faire corps avec la machine. Le personnel vous aide à vous accrocher. Vous êtes maintenant bien ficelé à votre siège éjectable. L'avion est un prolongement de vous. Vous avez mis en route, tous les systèmes sont bons, on avance la main gauche. C'est parti, on teste les freins. On va rouler vers le point de décollage. Une fois aligné, paré à partir, la patrouille s'envole, plein pot, initialement post-combustion, ça met le cap vers la zone, on vient réduire la puissance pour économiser le carburant, et puis on vient gentiment tourner aux alentours des 300-350 nœuds sur ce typodrome dans le ciel, où chaque avion tourne l'un après l'autre de manière à toujours pouvoir surveiller ce qui se passe. Vous devez en permanence avoir un avion qui est face à la menace potentielle, qui est haute et qui va scanner le ciel avec son radar. Imaginez que le ciel est une grande nuit noire, vous êtes là avec votre lampe et puis une fois que vous rapprochez de la frontière, vous passez cold, froid, dos à la menace et là c'est votre collègue qui à son tour va scanner. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne comme ça pendant plusieurs minutes. Alors, vous n'êtes pas seul, vous avez le contrôleur d'interception au sol, ce qu'on appelle le GCI, Ground Control Interception, et puis vous avez également peut-être un avion AWACS, un avion de surveillance du ciel qui est en l'air, qui surveille avec un radar beaucoup plus puissant, qui voit extrêmement loin et qui vous donne ce qu'on appelle la picture, de manière à savoir où se situent des avions. Et là, ça va pas trop tarder, parce que de la base russe de Menim, côté syrien, il vous annonce qu'il y a 2 avions qui viennent de décoller. Alors, ils décollent, ils sont suivis par les radars, vous allez à un moment commencer à les détecter également, et là, en fait, vous pensez qu'il s'agit de Sukhoi 24. Des Sukhoi 24 qui font route vers la frontière turque. Et comme c'est prévu, forcément, on va les prévenir. Donc vous, c'est pas votre rôle, c'est les contrôleurs qui vont les contacter et qui, sur la fréquence de garde, vous avez 121.5, c'est la fréquence de détresse civile, 243.0, c'est en UHF la fréquence pour tous les avions de l'OTAN, pour la plupart des avions militaires, et vous avez cette annonce qui va être faite 10 fois. This is Turkish Air Force speaking on guard. You are approaching Turkish airspace. Change your heading south immediately. Cette demande de la part de l'armée de l'air turque sur la fréquence 243 de prendre un cap sud parce qu'il se rapproche de la frontière. Et vous, en tant que pilote de votre F-16, vous écoutez en permanence garde. On a des postes radio qui nous permettent en permanence d'écouter garde. Et vous entendez ce message 1 fois, 2 fois, 3 fois. 5 fois, 7 fois, 10 fois en tout, et l'avion continue.
Alors c'est pas évident de bien accrocher l'avion parce qu'en fait il est juste perpendiculaire par rapport à la frontière. Ils sont vraiment dans cette notion un peu perpendiculaire, et quand vous êtes perpendiculaire, avec les radars Doppler, on a tendance un petit peu à les perdre, c'est ce qu'on appelle un notch. Et donc c'est plus difficile pour votre radar de réussir à bien l'accrocher, donc vous vous battez un petit peu avec votre système. Vous n'avez pas comme par exemple le Rafale d'optique secteur frontal, donc de super caméra là, sur votre F-16, vous devez un petit peu le faire à l'ancienne, et vous devez manœuvrer votre avion pour réussir à garder une vitesse de rapprochement ou d'éloignement qui soit cohérente avec les avions Sukhoi 24 pour ne pas les perdre avec votre APG 68. Finalement, ça vient mordre un petit peu sur votre territoire. Forcément, ça rend compte au niveau de la chaîne hiérarchique et vous allez avoir le décideur qui va dire « ouvrez le feu ». À ce moment-là, vous avez conscience de différents concepts. Il y a ce qu'on appelle la Border Shot Authority, l'autorisation de tirer de l'autre côté de la frontière. La Border Cross Authority, l'autorisation pour vous de traverser la frontière, que vous n'avez pas. Et après, dans les calculs d'interception, vous allez devoir réfléchir au temps de vol de votre missile pour savoir où l'avion ennemi va être touché et après où, avec son énergie, il va tomber. Mais là, aujourd'hui, il était décidé de faire simple. Vous avez l'ordre de tirer, vous tirez. Vous êtes à plusieurs kilomètres, votre missile part, il allume en phase finale son autodirecteur, il devient pitbull, et avec son petit radar, il va accrocher le Sukhoi 24 et venir le toucher. Il vient percuter en fait sa charge militaire qui envoie plein de petits morceaux qui viennent endommager le Sukhoi 24 qui n'est plus contrôlable et qui force l'équipage, le pilote et le navigateur à abandonner le bord, à s'éjecter. Vous avez fait votre Fox 3, votre Renard 3, c'est l'annonce radio que l'on fait quand on tire un missile comme ça. Fox 2, ça serait un AIM-9, il a tiré son AIM-120, le missile est allé au but, vous avez abattu un Sukhoi 24 russe. Ce dernier va aller s'écraser du côté syrien, et là, les affaires sérieuses, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, vont commencer entre la Turquie la Russie, mais les problèmes vont bientôt apparaître pour l'équipage du F-16, dans une échelle de temps par contre, qui n'a rien à voir avec celle de l'équipage du Sukhoi 24, qui s'apprête à passer un mauvais quart d'heure. Parce que le Sukhoi 24, qui était officiellement en mission d'appui pour ses forces spéciales au sol, il ne s'attendait pas à se faire tirer dessus. Il ne s'attendait pas parce qu'en fait, ils n'avaient pas la bonne radio, ils n'avaient pas l'ajout au niveau de leur radio qui leur permettrait d'entendre en fait Garde. Ils sont monofréquences, n'écoutaient pas Garde et n'ont pas entendu les 10 annonces de la part des Turcs. Maintenant, est-ce qu'ils auraient varié, changé leur cap? Rien n'est moins sûr, on ne peut pas savoir, mais par contre, ils se retrouvent du coup à devoir s'éjecter et en dessous, eh bien, il y a des combattants qui ne sont pas tout à fait alignés à la présence des Russes dans la région. À partir de là, le pilote va être tué alors qu'il est encore sous voile par les djihadistes au sol et le navigateur, lui, va toucher le sol vivant. Une opération de sauvetage, de recherche et sauvetage de combat va être lancée par les Russes. Ça va leur coûter cher. Un de leurs hélicos va être touché, un marine va être tué et après 12 heures, ils vont finalement réussir à récupérer leur navigateur. Toutes les conséquences qui suivent ce tir qui a duré que quelques secondes. Là, si on veut faire très simple, derrière, ça va se jouer en plusieurs temps. Dans un premier temps, notre pilote de F-16 est jugé comme un héros. En avril 2016, même le chef d'état-major en personne va venir lui serrer la main sur sa base et le féliciter. Il a bien fait son devoir. Mais derrière, la machine politique va s'emballer. Poutine va parler d'un coup de poignard dans le dos et va se mettre à couper le tourisme russe vers la Turquie, moins 87% à l'année qui a suivi ce tir. Il va d'ailleurs déployer du S-400 en Syrie et ordonner que les bombardiers soient escortés par des chasseurs. Puis à l'été 2016, les deux pays vont se réconcilier et suite à la tentative de coup d'État en juillet 2016, le pouvoir turc fait arrêter nos pilotes de F-16 et vont même dire que ce sont des traîtres, des comploteurs et qu'ils ont agi sans ordre, alors que ce n'était pas du tout la version fin 2015. Alors, on va rentrer un petit peu dans le débrief de cet événement qui fait beaucoup parler, a beaucoup fait parler et forcément est pas banal et mérite d'être débriefé. Le premier point, c'est qu'en fait, quand on tire un missile longue portée, on ne voit pas forcément l'avion. Donc vous avez un engagement qui se fait très loin. On pourra revenir, si vous le souhaitez, sur cette chaîne, sur l'engagement qui a eu lieu entre un F-18 de la Navy américaine et un Sukhoi 22, qui a été abattu
dans la portée visuelle, mais là par contre c'est un tir longue distance sur un écho-radar, vous ne voyez pas forcément l'adversaire et tous les avions ne sont pas équipés de systèmes qui vous permettent de voir exactement ce que vous tirez. Il est donc tout à fait possible d'ouvrir le feu sur un aéronef, et vous ne savez même pas de quel type d'aéronef il s'agit, mais vous avez une idée que c'est par exemple un avion militaire, du fait de son comportement, du fait des fois de sa signature électromagnétique, mais ce n'est pas si facile que ça. Maintenant, le petit point qui est ressorti dans la presse sur cet événement, c'est la difficulté de l'accrocher radar, justement à cause de ce fameux notch. Quand vous arrivez perpendiculaire à une menace, c'est extrêmement dur de réussir à la sortir au radar. Donc il faut manœuvrer votre avion pour réussir à le voir. Donc vous pouvez disparaître d'un radar si vous arrivez à notcher. C'est une des raisons pour lesquelles maintenant vous avez beaucoup de systèmes embarqués pour justement vous assurer que si vous perdez avec un capteur, avec un senseur, avec par exemple votre radar, un autre avion à un autre endroit peut vous transférer la position, ce que lui voit grâce à la liaison de données, ou alors vos optiques à bord vous permettent de maintenir le tracking, le contact et la désignation d'objectifs pour vos missiles. Maintenant, ce qui est intéressant, si on regarde d'un point de vue géométrique, et ça a été l'objet de beaucoup de débats, c'est la géométrie. La géométrie, c'est que vous avez le F-16 qui a sa position au moment du tir, le Sukhoi 24 qui a sa position au moment du tir. D'après certaines sources, il était ressorti déjà de l'espace aérien turc. Vous avez le temps de vol du missile, la zone où le missile vient toucher le Sukhoi 24 et après l'épave du Sukhoi 24 où elle se situe. Tout ça est très dynamique avec des aéronefs qui se déplacent à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Vous vous doutez bien, que ça bouge et que ça peut amener à discuter pendant des heures. De plus, avec les difficultés d'accrochage radar, l'imprécision quand même plus ou moins relative de certains systèmes, on se retrouve avec des cercles d'incertitude qui font que même 10 ans après, bon courage pour dire exactement où se situait l'aéronef au moment d'ouverture du feu. D'après les Turcs, le tir a eu lieu quand le Sukhoi 24 était du côté turc et on se retrouve avec une épave qui est à 2 côtés, à 2 km à l'intérieur du territoire syrien. Vous voyez bien que tout est possible du fait justement de ces distances parcourues. Maintenant, dire l'avion est tombé en Syrie, donc il n'a pas violé l'espace aérien turc, c'est mal comprendre cette géométrie. Et ce qu'elle rend possible. Le point de chute ne dit rien du point de tir. Et on n'est pas à 50 km de la frontière. Là, on est à 2 km. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a forcément de la récupération par les Russes avec un film qui s'appelle Nebo, le ciel, qui est sorti en 2021, où il présente l'équipage russe un petit peu comme les victimes de cette histoire. Et les deux points de vue peuvent se comprendre. Pourquoi ? Chacun a sa réalité. Mais à partir du moment où vous n'avez pas entendu les annonces radio, les 10 avertissements radio, parce qu'ils ont été faits sur une fréquence que vous n'écoutiez pas, parce que votre radio, la R862M, ne peut pas écouter en permanence garde, forcément, ça se passe moins bien. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est est-ce que les Russes, désormais, écoutent garde en permanence pour éviter ce genre de quiproquo dans le futur? Et ça, c'est typiquement le genre de point qu'il faut débriefer efficacement et qui serait de bon ton pour les Russes d'équiper leurs aéronefs avec la capacité à écouter et avoir une fréquence conjointe avec les aéronefs de l'OTAN. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure des différentes versions sur le tir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Premier ministre, fin 2015, a dit qu'il avait lui-même donné l'ordre. Il a dit dans une interview fin 2015 que c'est lui qui avait donné l'ordre pour l'ouverture du feu sur l'avion. Donc, on comprend bien que le pilote, en fait, c'est une étape de la chaîne décisionnelle et c'est lui le dernier, mais c'est le plus exposé car c'est lui qui a le doigt sur le bouton. C'est pas lui qui a armé l'avion, c'est pas lui qui a créé les règles d'engagement, c'est pas lui qui a dit à la radio faut ouvrir le feu, mais c'est lui qui est en bout de chaîne. Et ce qui va être intéressant, c'est que derrière, vous allez avoir une grosse riposte économique de la part des Russes. Poutine a fait le choix de ne pas répondre par un missile, mais par des raisons économiques. Il a donc fait une réponse asymétrique. Et là, il y a eu des embargos. Embargo sur les fruits, sur les légumes, sur la volaille, même sur le sel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie absorbait à elle seule une énorme part des exportations turques de fruits et de légumes. Et que du jour au lendemain, ils ont fermé en fait ce marché-là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le tourisme, mais également la construction des grands chantiers turcs en Russie ont été gelés. Vous avez Turkstream, le grand chantier de gazoduc, mais également la centrale nucléaire d'Akuyu, 20 milliards de dollars, qui ont été mis sous cloche. Par contre, il n'a pas touché au gaz. Et la Turquie était le deuxième client gazier de Moscou, qui est généré près d'un cinquième des revenus de Gazprom.
Donc les Russes ne sont pas tirés une balle dans le pied. Là, derrière, pour ce qui est de l'impact, on a différentes sources. Vous avez le vice-premier ministre qui annonçait qu'en fait les pertes, c'était de l'ordre de 3 milliards de dollars de commerce perdu, mais des économistes critiques, ils estimaient que c'était 10 à 12 milliards de dollars par an de perdus à cause de ces sanctions mises en place par les Russes. Alors bon courage pour chiffrer, mais ça vous donne une idée de 3 à 10 milliards de dollars. Par contre, le chiffre le plus parlant, c'est la courbe des exportations turques vers la Russie. Avant la crise, on est à 5 à 6 milliards de dollars par an. En 2016, donc en plein pendant la crise, en plein pendant l'embargo, ça tourne autour d'1,7 milliard. En juin 2016, vous avez Erdogan qui fait une lettre de regret à Poutine. Ça emmène la levée des sanctions et ça repart à plus de 3 milliards en 2017. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'appui, à un moment, d'un pilote de F-16, en suivant sa chaîne hiérarchique, a eu des répercussions directes, non pas d'un point de vue militaire, même si ça a changé la manière pour les Russes d'encadrer leurs patrouilles, mais ça a eu un impact sur le territoire économique. Ce qui montre bien que l'armée, en fait, c'est un des pans à la disposition des décideurs, mais ce n'était pas toujours le pan privilégié, des fois pour éviter l'escalade, notamment face à une puissance comme l'OTAN. Par contre, après le coup d'État raté en 2016, il semblerait que le pilote ait été arrêté, ait été accusé d'avoir agi de sa propre initiative et même d'après certaines sources, d'avoir cherché à saboter le pouvoir en place en ouvrant le feu sans ordre, ce qui a amené à un procès et à une rouverture du dossier avec une sorte de lynchage public en interne, de manière, si on peut dire, à animer une sorte de contre-feu. Au final, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir à quel point un geste, une décision prise pendant quelques secondes peut avoir un impact derrière d'un point de vue économique, mais surtout peut se retourner contre la personne qui a suivi les ordres quand, d'un point de vue politique, ça arrange les décideurs. C'est un sujet qui préoccupe de plus en plus les militaires. Je vous invite à regarder ce qui se passe par exemple actuellement au Royaume-Uni avec une crise au niveau du régiment, le fameux SAS, avec l'État britannique qui a investi pour pourchasser, pour poursuivre ses propres anciens opérateurs des forces spéciales pour des opérations qu'ils ont réalisées sur ordre lors des années 90, par exemple dans le nord de l'Irlande. Et on voit de plus en plus une certaine judiciarisation des actions effectuées par des militaires dans le cadre de leurs opérations et dans le cadre de leurs mandats et de leurs ordres, a posteriori. On a également eu un cas assez médiatisé avec l'Australie et sans pouvoir vous dire qui a tort, qui a raison, ce qui est sûr, c'est que cela a un impact sur la volonté des militaires derrière à accepter certaines missions, certains ordres, la volonté à servir son pays, car il y avait quand même une sorte d'accord tacite pendant des années qui est que quand vous êtes aux ordres, vous obéissez, vous vous assurez de la légalité de vos ordres, derrière, on ne vient pas vous chercher des poux des années plus tard. Et là, clairement, on voit qu'il y a cette normalisation de la déviance très présente chez les Britanniques qui traversent actuellement une forte crise, qu'elle soit d'un point de vue ressources humaines ou d'un point de vue matériel, mais les deux sont directement liés. Et à un moment où on a besoin d'avoir des armées de plus en plus fortes, ça ne fait qu'envoyer un très mauvais signal pour les opérationnels, pour les hommes et les femmes qui décident de servir leur pays, si besoin, jusqu'au sacrifice ultime. Et c'est pour ça que cette opération entre le F-16 de l'OTAN et le Sukhoi 24 est une histoire extrêmement intéressante à connaître pour, oui, le côté tactique, la réponse géopolitique derrière, mais également la vitesse à laquelle ça a pu se retourner derrière contre l'opérateur à un moment où la politique a voulu se distancier de cette décision vieille d'à peine un an. Je vous dis à très vite sur la chaîne, j'espère que la vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. On vous met les sources juste en dessous. N'hésitez pas si vous avez d'autres escarmouches que vous souhaitez nous voir débriefer. Je vous dis à très vite et fly safe.